vous savez que le Covid-19 est un virus respiratoire par excellence et donc il va être reconnu par les récepteurs ACE2 de l'enzyme de séroconversion. Et le premier site, si vous voulez, le site par excellence, c'est le poumon. Et tout le monde, en ce moment, a appris avec le Covid, avec les scanners, avec ces fameuses images en verre dépoli sur le poumon. Et là, je vous ai montré une reconstruction 3D faite par un radiologue de l'hôpital de George Washington qui a fait cette magnifique diapositive. Alors, à côté des symptômes que vous connaissez, classiques, que vous connaissez, la toux et la fièvre, le tube digestif est intéressé. On en a déjà parlé, c'est bien de le redire, le tube digestif est intéressé. Alors on se méfie des patients qui ont des manifestations digestives au premier plan parce qu'elles peuvent être le premier symptôme d'un Covid et essentiellement les patients qui ont de la diarrhée, des nausées, des vomissements et de l'anorexie. Alors, après cette phase, disons, virale, vous savez qu'après, c'est l'orage des cytokines et le virus va aller dans une atteinte systémique, essentiellement donc vers l'intestin, d'accord, vers l'intestin, vers le poumon, bien sûr, le foie, et on a décrit aussi des encéphalites. Et actuellement, on a même fait un lien entre le Covid et la maladie de Kawasaki qui touche les enfants. Alors, j'ai préféré vous faire ce webinaire sous forme de questions. Donc, on va commencer par la première question. On va commencer par d'abord parler de façon générale. D'après vous, les patients qui ont un Covid-19 avec manifestation digestive, comme on vient de le voir, ils ont une forme clinique, d'après vous, est-elle minime, est-elle modérée ou est-elle sévère? Donc, vous devez répondre. Il y a une seule réponse juste. Voilà, donc on va argumenter la réponse. Alors, il faut savoir que dans le Covid-19, quand quelqu'un a la toux, les signes respiratoires, s'il a en plus de la diarrhée, il a certainement une forme sévère. C'est des patients qui vont plus aller vers la réanimation. Alors, ceci est bien expliqué par cette étude chinoise qui a été faite les premiers temps à Wuhan, où on a comparé 74 patients avec symptômes gastro-intestinaux et 577 patients sans symptômes intestinaux. Alors, il ressort que dans cette étude, quand on compare les deux groupes, donc vous les avez à gauche, on voit que souvent, c'était des atteintes familiales, c'est-à-dire on retrouvait plusieurs cas dans la famille, et c'était des patients qui étaient surtout en réanimation. Donc on voit avec un P significatif, 22,9% dans le groupe avec symptômes intestinaux contre 8,14%. Donc à retenir que les patients qui vont venir avec des symptômes intestinaux, souvent ces patients vont aller en réanimation. Alors, si on voit l'analyse multivariée, c'est elle, en régression logistique, c'est elle qui va montrer quels sont les facteurs de risque. Alors, c'est des patients qui ont beaucoup d'expectoration, ils ont une élévation des LDH, et ils ont aussi une glycémie élevée. Et on le voit avec les autres ratios, les facteurs de risque. Par exemple, pour l'expectoration, vous avez un facteur de risque qui avoisine presque les 12, alors qu'avec l'augmentation des LDH se voit dans 25, avec un facteur 25, et la glycémie avec un facteur 2,5. Alors pourquoi il y a des symptômes digestifs? Il faut l'expliquer. On a dit au début comme quoi le virus était un virus respiratoire par excellence, mais il faut savoir que les récepteurs ACE2 sont ubiquitaires. On peut les retrouver dans tous les tissus de l'organisme. Et là, sur cette diapo, qui est un peu surchargée, mais je vous demande de voir le bas de la diapo ici, et ici, à gauche, on voit que les récepteurs sont stimulés surtout dans le côlon et l'iléon.
Alors cela pourrait expliquer, si vous voulez, pourrait expliquer l'affinité du SARS-CoV-2 pour l'intestin et expliquer les manifestations digestives. D'ailleurs, il y a même une hypothèse à partir de ces études qui pourrait, qui pourrait qui pourrait nous orienter sur une éventuelle transmission par voie digestive. Donc, après ce rappel, si vous voulez, sur le Covid et les symptômes digestifs, on va rentrer dans le vif du sujet par deux questions. D'abord, on va parler des hépatopathies. Alors, d'après vous, au cours de l'infection par le Covid-19, donc il y a des anomalies hépatiques, il y a des anomalies du bilan hépatique. D'après vous, est-ce qu'elles sont transitoires? Est-ce qu'elles sont durables? Est-ce que la cholestase est au premier plan? Est-ce que l'insuffisance hépatique est au premier plan? En sachant que, on l'a dit en introduction, que ce virus est un virus respiratoire par excellence. Alors, vous avez le droit à une seule réponse. D'après vous, est-ce que c'est transitoire, durable? Est-ce que c'est la cholestase qui est au premier plan ou est-ce que c'est l'insuffisance hépatique qui est au premier plan? Alors, elles sont transitoires tout simplement parce que le virus SARS-CoV-2 n'est pas un virus hépatotrope, donc il n'a pas de tropisme hépatique. Donc, on va expliquer d'abord pourquoi il n'est pas hépatotrope. D'abord, il y a eu une analyse poolée. Il faut toujours voir les études italiennes, les études chinoises, parce que c'est là où il y a eu le plus de décès, le plus de cas atteints par cette pandémie du Covid-19. Alors, dans cette analyse poolée de 6 études, il apparaît que les hépatopathies ne sont pas associées à un surrisque de forme sévère. Donc, on voit qu'il n'y a pas une mortalité plus élevée chez les patients. D'ailleurs, nous, on l'a remarqué hier chez une patiente qu'on a eue dans le service, chez qui on a découvert un Covid de façon, disons, fortuite. Eh bien, elle n'avait pas de signes très sévères du Covid, malgré la présence de lésions en verre dépoli sur le poumon. Alors, il faut expliquer pourquoi il y a un tropisme vers le foie comme vers l'intestin. Alors, il y a une expression, j'ai dit que l'ACE2 a une expression sur tous les tissus de l'organisme. Il a aussi une expression sur les cholangiocytes, pas sur les hépatocytes, beaucoup moins, mais surtout sur les cholangiocytes. Et on le voit ici en immunofluorescence sur la dernière ligne, ici sur cette étude chinoise qui montre qu'il y a une infection sur les cholangiocytes avec une atteinte ductale. Alors, donc affinité, mais pas de cholestase. Il n'y a pas de cholestase. Ça, c'est le paradoxe, c'est-à-dire on ne retrouve pas de cholestase malgré cette affinité pour le cholangiocyte. Par contre, on va expliquer ces anomalies, on avait dit qu'elles sont transitoires du bilan hépatique. Elles se voient sur les transaminases ALAT, donc les transaminases hépatiques, mais parfois ASAT plus que ALAT. Pourquoi? Parce que quand il y a l'orage cytokinique, vous allez avoir l'atteinte d'autres organes, essentiellement le cœur aussi, qui peut être atteint, et aussi les muscles. Donc, vous pouvez avoir un rapport ASAT sur ALAT supérieur à 1 ou plus d'ASAT que d'ALAT. Attention, il peut exister une hépatotoxicité médicamenteuse. On le voit plus avec le liponavir, on le voit aussi avec les patients qui ont pris beaucoup de paracétamol avant de venir. Quelques cas d'hépatotoxicité à la chloroquine. Et aussi, on peut expliquer les anomalies du bilan hépatique par cet orage cytokinique, par la réponse inflammatoire systémique. Il y a eu aussi de rares cas d'insuffisance hépatique. Mais ces insuffisances hépatiques, j'ai dit, ce n'est pas un virus hépatotrope, ça rentre dans le cadre d'une atteinte multisystémique. Donc, il y a une défaillance d'organes et à ce moment-là, le foie est intéressé par l'atteinte par le SARS-CoV-2. Alors, on va aborder la troisième et dernière question. J'attends bien sûr vos questions.
Alors, pour la prise en charge des hépatopathies, alors il faut retrouver quelles sont les affirmations qui vous paraissent justes. Alors, c'est une ou plusieurs réponses. Alors, chez un patient qui n'a pas de Covid, hein, bien sûr, et qui est traité pour l'hépatite B chronique ou l'hépatite C chronique, est-ce que d'après vous, il faut continuer le traitement, oui ou non? Alors, chez les patients qui ont une NASH, d'après vous, est-ce qu'ils sont à risque d'infection sévère au Covid? Je pense que la réponse est logique. Troisième question. Les patients qui ont une hépatite auto-immune sans Covid, est-ce qu'il faut continuer les immunosuppresseurs ou il faut réduire les doses? Parce qu'on a peur du Covid, comme ils sont immunosupprimés, est-ce qu'il faut réduire les doses? Quatrième question, de la même manière, est-ce que pour le suivi de greffe, quand vous suivez un greffé, est-ce qu'on doit réduire les doses des anticalcinuriques, c'est-à-dire de la cyclosporine ou du tacrolimus? Ou bien on attend qu'il y ait un contexte infectieux pour réduire, c'est-à-dire quand il y a une infectie ou la survenue d'un Covid. Donc parmi ces affirmations, il faut retrouver celle là ou les. Hein. Il y a plusieurs réponses justes, donc il faut retrouver le ou les réponses justes. Est-ce qu'il faut continuer le traitement? VHB, VHC. Est-ce que la NASH est à comorbidité à risque d'infection sévère au Covid? L'hépatite auto-immune, est-ce que je dois réduire les doses ou continuer le traitement? Je ne réduis pas les doses. Et dans le suivi de greffe, je ne réduis pas les doses. Alors, on va répondre tout de suite et expliquer chacune de ces affirmations. Alors, les 4 réponses sont justes. Alors, il faut continuer le traitement VHB ou VHC. Il n'y a pas lieu, s'il n'y a pas de Covid, il faut continuer. Bon, c'est vrai que durant la pandémie du Covid, on a quand même pas traité tous les patients. On a traité les plus urgents, c'est-à-dire ceux qui ont par exemple un F3 ou un F4 au fibroscan ou à la biopsie hépatique, parce qu'ils sont plus urgents de traitement puisqu'ils ont une atteinte pré-cirrhotique ou cirrhotique. Donc, il n'y avait pas d'urgence au traitement. Donc, il faut continuer le traitement. Alors, est-ce que les patients qui ont une NASH sont à risque d'infection sévère? Je pense que la réponse est logique, puisque dans les facteurs de risque de mortalité du Covid, on retrouve les patients qui ont une BPCO, on retrouve les patients qui ont le diabète, des patients qui ont une HTA, des cardiomyopathies, des accidents vasculaires cérébraux. Donc, tous ces patients peuvent avoir une NASH, ils peuvent être susceptibles d'avoir une NASH, donc ils ont des comorbidités, donc ils font partie de la population à risque de décès du Covid-19, étant donné le syndrome métabolique. Devant une hépatite auto-immune ou devant un suivi de greffe, ce n'est pas la peine d'arrêter le traitement ou de réduire les doses. Bien sûr, s'il y a un Covid, si on fait le diagnostic d'un Covid, c'est clair, il faut arrêter le traitement. Mais si on ne fait pas de diagnostic de Covid pour l'hépatite auto-immune, on continue le traitement. Pour le suivi de greffe, on réduira les doses. Mais on peut dire aussi peut-être, c'est pas peut-être, mais disons que les immunodéprimés sont peut-être protégés contre l'infection, contre ces infections sévères, parce qu'on n'a pas vu de surrisque essentiellement chez les NIKI sous anti-TNF ou chez les greffés que nous suivons dans le service ou même dans les publications récentes. On trouve des cas anecdotiques, c'est-à-dire des case reports, c'est-à-dire à partir d'un cas, mais on ne trouve pas un surrisque chez ces patients. Alors voilà, j'ai terminé pour cette mini, disons, conférence. Donc on a quelques minutes, hein, on a quelques minutes pour prendre des questions. Donc je vais tout de suite voir les questions qui ont été posées. Donc vous me donnez un peu juste le temps. Donc il y a une première question. Bon, j'ai déjà répondu. On me demande est-ce que
est-ce que les patients qui ont un Covid-19 sont à risque, sont plus, pardon, est-ce que les patients qui ont une hépatopathie sont plus à risque de Covid-19? Donc, je vous ai montré l'analyse poolée de 6 études faites par les Italiens. Donc, ils ont pris des études à peu près international sur au moins 6 pays, on n'a pas retrouvé donc de surmortalité chez les patients qui avaient donc des hépatopathies chroniques. Alors, j'ai une deuxième question ici. Alors, comment se fait maintenant le suivi des cirrhoses décompensées dans le cadre de cette pandémie du Covid-19? Alors, nous, dans notre expérience, c'est-à-dire dans le service, on n'a pas arrêté, si vous voulez, on n'a pas arrêté les consultations d'urgence et on n'a pas arrêté l'hôpital de jour pour ces malades puisqu'ils peuvent venir pour essentiellement des ponctions d'acide, pour des perfusions d'albumine. Bien sûr, comme vous l'a dit tout à l'heure le docteur Layada, dans les recommandations de la SAGID, il est clair que le patient ne doit pas être accompagné par une foule, par, par une foule de familles. Il doit être toujours avoir un seul accompagnateur. On admet une seule personne dans le service. Dans les salles d'attente, bien sûr, il faut qu'il y ait la fameuse distanciation sociale. Ces malades doivent venir avec des bavettes. Donc là, je veux dire que on continue notre activité normalement. Alors, je vais prendre une autre question aussi d'un collègue que je connais, mais je ne citerai pas son nom. Alors, est-ce que, étant donné que les consultations non urgentes ne se font plus, est-ce que vous avez continué le dépistage des varices œsophagiennes et le dépistage du CHC? Alors, très bonne question. Très bonne question. C'est vrai que, vu l'arrêt des consultations, bon, ce n'est pas uniquement en Algérie, hein, c'est mondial. Pour les patients qui avaient donc leur dépistage du CHC semestriel, tous les 6 mois, échographie plus alpha-photoprotéines, nous avons donc, on s'est donné, selon les recommandations, hein, on s'est donné un retard de 1 à 2 mois pour faire les échos et l'alpha-photoprotéine. Mais comme maintenant, le pic épidémique, disons, et le gros pic épidémique est passé, même si le Covid reste en bruit de fond, les consultations vont reprendre, c'est clair, les consultations vont reprendre, et on ne peut pas se permettre, vu la séquence, hein, dysplasie du nodule de régénération et cancer, on ne peut pas admettre à faire maintenant des échos une fois par an. Donc, ces patients vont faire leur échographie, faire leur alpha-photoprotéine. Alors, concernant l'endoscopie digestive, nous avons fait que les urgences. Nous avons fait que les urgences, mais actuellement, nous n'avons pas fait le dépistage des varices, mais on essaye de le faire maintenant de façon moderne. On ne fait plus des fibroscopies systématiques, donc on cède du fibroscan et du taux de plaquettes. Donc il faudrait que le fibroscan montre une élasticité à plus de 20 kPa et un taux de plaquettes inférieur à 150 000. Là, on peut sélectionner les patients pour la fibroscopie et c'est ceux-là qui vont bénéficier de la fibroscopie de dépistage. Bien sûr, la fibroscopie de dépistage, nous ne l'avons pas encore reprise, mais probablement on va la reprendre après la consultation. Mais concernant les prophylaxies secondaires, c'est-à-dire les malades qui ont été ils ont eu déjà 1 ou 2 séances de ligature, c'est vrai qu'on a raté quelques patients
on a raté quelques patients pendant pendant le pic épidémique, mais je pense que là, il faut reprendre parce que ces patients vont avoir une repousse des varices et ils vont saigner. Donc voilà pour, je pense que avoir répondu à la question de notre collègue. Alors j'ai une autre question. Alors, concernant les manifestations digestives, du Covid, est-ce qu'elles sont. La question, quelle est la fréquence? Voilà. Donc, je n'ai pas donné, c'est vrai, je n'ai pas donné la fréquence dans la réponse. Alors, tout dépend des études publiées, tout dépend des effectifs. Hein, tout dépend des effectifs. Alors, ça peut aller de 10 à 40% de symptômes digestifs. Mais si on prend les études à gros effectifs, c'est en moyenne de 10 à 15% des patients qui ont des manifestations digestives. Alors, les manifestations digestives, il n'y a pas que la diarrhée. Les nausées sont considérées comme manifestations digestives et également l'anorexie est considérée comme manifestation digestive. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ce qui est important, c'est que, attention, si vous avez un Covid-19 avec des manifestations digestives, c'est probablement un patient qu'il faudra mettre, bien sûr, en hospitalisation et en surveillance. Ce n'est pas des patients qu'on pourra traiter, par exemple, à titre externe. Par exemple, actuellement, les patients qui sont reçus en consultation Covid-19 à Mustapha ne sont hospitalisés que les patients qui ont des comorbidités et qui sont âgés de plus de 65 ans. Mais tous les autres patients jeunes qui n'ont pas de comorbidité, qui n'ont pas de symptômes sévères, ceux-là ils prennent le traitement chez eux, ils sont en confinement chez eux. Alors, j'ai une autre question, donc on a encore 2-3 minutes. Alors, j'ai une autre question d'une collègue qui s'intéresse à la greffe et qui dit pourquoi il y a eu arrêt de la greffe avec le Covid-19. C'est une très bonne question. Alors, nous ne sommes pas les seuls. Donc, vous savez, hein, les programmes de greffe rénale, programmes de greffe hépatique, tout est à l'arrêt. Dommage, je ne vous ai pas montré, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Donc, c'est une enquête qui a été envoyée. Donc, c'est un questionnaire qui a été envoyé à plusieurs centres à travers les États américains. Et vous avez une réduction de l'activité de transplantation de 80%. Donc, ce n'est pas propre à l'Algérie. Et également, le receveur n'a pas d'infection Covid. Et en pandémie, c'est très difficile. Il faut avoir aussi beaucoup de moyens. Au début de la pandémie, l'Algérie n'avait qu'un seul centre qui faisait des PCR. Maintenant, il y a au moins 20 stations de PCR pour le Covid. Donc, peut-être que la reprise de l'activité sera liée aux moyens de l'infection parce qu'on sera obligé d'apprendre à vivre avec le Covid. Donc, mes chers amis, mes chers collègues, donc je vous remercie pour votre attention. Donc, nous sommes dans les derniers jours du Ramadan, et vous aurez prochainement un numéro spécial Covid-19 du journal algérien de gastroentérologie que nous diffuserons sur le site, donc probablement demain ou après-demain, et que nous diffuserons aussi sur la page Facebook de notre société. Et merci au laboratoire INFA Métis et à bientôt.